messieurs. Ukraine. Ukraine puis Chine. Bah, de toute façon, si l'Ukraine ça s'embrase, à l'instant T où ça s'embrase et que les Russes rentrent sur le territoire et qu'il y a... Non, je vous parle de l'Ukraine et vous avez posé la question, est-ce que s'il y a un conflit en Ukraine, ça déstabilisera les États-Unis à court terme ou à long terme? Ce sera à court terme, ce sera rapide et ce sera violent. Mais ça dépendra sur quoi ça débouche derrière. Parce que il n'est pas certain que les États-Unis osent mettre le pied là-bas. On a eu ces discussions entre nous, et on est plus parti du principe que si les Russes y rentrent, ils prendront ce qu'ils ont à prendre, parce que c'est ce qu'ils font depuis le départ, et Poutine l'a très très bien joué. Et la dernière question, c'est le yuan. Un avis? Bah, Russie et Chine, c'est une alliance très particulière. Alors, quelle est votre question précise à ce sujet-là? Est-ce que vous faites allusion au Kyrgyzstan, au Ouzbékistan moi, je fais allusion aux pays qui ont des ressources qui intéressent la Chine. La Géorgie, c'était juste une position stratégique sur la mer Noire, que les Russes ont voulu conserver. Bon, après ça, il y a des petites populations qui ont voulu se rattacher, mais enfin, grosso modo, l'enjeu diplomatique et géopolitique en Kyrgyzstan et Ouzbékistan pour la Chine, c'est d'une toute autre nature que la Géorgie. Alors après, est-ce que géopolitiquement la Chine veut montrer sa solidarité avec la Russie en disant sur l'affaire géorgienne, vous avez eu raison, on aurait fait pareil, mais bon, c'est de la géopolitique. Sur Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Kazakhstan, on est là sur de la pétrostratégie, on est sur un autre sujet. Question suivante. Messieurs, dames, levez la main. Bonjour, j'aimerais savoir si éventuellement il serait intéressant de sortir de la monnaie unique. Pour nous, les Français. Je vais répondre deux choses. La première, si on sort, nous, je crois que le problème de l'euro sera complètement réglé dès le lendemain, parce qu'il n'y aura pas que nous qui sortirons à ce moment-là. Et je pense que de toute façon, on y arrivera à un moment ou à un autre. Vous avez quelque chose qui est mal monté depuis le début, et quelque chose qui est mal monté dans un environnement qui est bon, il n'a aucune raison d'éclater. En revanche, quand l'environnement commence à se tendre un peu, là vous avez de bonnes raisons d'éclater. Donc ça se fera, rassurez-vous, c'est juste une question de temps. Question suivante. Et j'ajouterais simplement qu'à ce sujet, l'éclatement possible de la zone euro ou bien la mise en place d'un krach boursier, c'est pas forcément des mauvaises choses et on n'est pas forcément négatif à 200%. Adrien Raymond pourra vous envoyer une analyse que j'ai écrite quand le CAC était à 2800 points il y a 3 ans et je disais achat qui peut. Aujourd'hui, je dis vente qui peut parce qu'on a pris 100% de hausse sur des fondamentaux pourris. On n'est pas négatif, c'est juste que les marchés, ils ont besoin d'un gros nettoyage, de bonnes grosses faillites, de 2-3 États qui font faillite, et là on repartira peut-être sur des bonnes bases. Ce qui nous choque aujourd'hui en tant qu'analyste, trader, macroéconomiste, c'est comment dire, en 2008 la situation était critique et ça a éclaté, aujourd'hui elle est bien pire qu'en 2008 et on a des gens qui nous disent, parce qu'ils regardent les marchés avec des loupes sur les 2-3 dernières années, ça ne fait monter, ça ne peut que monter. Nous, on pense que le ballon, en 2008, aurait dû éclater. Pour vous donner l'image, on avait un ballon, on a surgonflé. En 2008, au lieu de le faire exploser, on l'a dégonflé. Et aujourd'hui, il fait 3 fois la taille du précédent avec des rustines dessus. Donc, moi, c'est avec grand plaisir que j'achèterai des indices boursiers à des niveaux de prix acceptables, avec des perspectives acceptables et avec des officiels qui ne nous feront pas miroiter des espoirs. Là, c'est que de l'espoir. Depuis 1 an et demi, on ne monte que sur de l'espoir. Mais qui nous fait miroiter des espoirs? Certains analystes qui nous promettent le CAC à 7000, c'est ça, non? J'ai rien dit. Arrêtons d'avoir des problèmes, on va avoir des problèmes. Question suivante.
Madame. Il y a toujours des problèmes, que ce soit... Il y a toujours des problèmes fondamentaux, mais je crois qu'avec l'analyse technique, vous allez avoir le timing qui va vous donner exactement le moment pour entrer ou sortir dans un marché. Sans ce timing, vous pouvez miser à la baisse aujourd'hui et attendre 6 mois d'avoir plus d'argent avant que ça marche. Exactement. Très bonne réponse, madame. Et c'est justement pour ça que l'équipe d'EDFX, qui est une équipe d'analystes techniques, ce parfait d'analystes, de macroéconomistes et de spécialistes qui sont là pour vous expliquer les effets et les causes exogènes qui pourraient faire déraper les marchés. Sauf qu'avant que ça arrive, on a tous tort. Et vous avez complètement raison sur le fait que l'analyse technique nous donnera à moyen terme des signaux quand ces signaux viendront. Donc on est complètement d'accord là-dessus. Et on essaye justement de vous donner ces deux volets, puisque nous avons la macroéconomie et la géopolitique sur ce volet, et dans 1h30, nous ferons une revue de chartistes. Dernière question, et ensuite on passera à la partie de Jean-Étienne Lenné. Oui, les marchés montent parce qu'il y a des liquidités qui sont dans les paradis fiscaux du fait que les entreprises ne payent plus d'impôts. Ces paradis fiscaux, la liquidité, elle n'arrête pas d'augmenter. Donc là, vous nous parlez d'économie, mais ce n'est pas l'économie qui fait monter, c'est le vol des entreprises qui vendent des paradis fiscaux, comme Google actuellement, qui n'arrive plus à mettre son argent aux États-Unis, parce que les États-Unis les condamneraient si elle mettait là-bas et qu'ils met son argent en France. Donc ça monte, ce n'est pas des raisons économiques, c'est des raisons de banditisme qui font qu'il y a de la liquidité en gros, et qu'il faut blanchir son argent par des achats d'actions. Est-ce que vous avez comparé la liquidité des marchés boursiers avec l'ensemble des sommes mises de côté dans les paradis fiscaux? C'est ce qui semble être avec tous les Google et tout ça, qui n'arrêtent pas d'acheter des sociétés en France et qui font donc monter la bourse. Et c'est pas s'ils achètent des actions, c'est pas parce que les entreprises sont bonnes, c'est parce qu'ils ont des liquidités à placer. Je pense que vous avez raison sur le fait qu'il y a un aspect fiscal et il y a effectivement de l'argent qui sort de certaines zones et qui fait qu'elles ne peuvent se développer autant qu'elles ne pouvaient le faire par le passé. Néanmoins, concernant les indices, et afin d'être purement clair là-dessus, on vous montrera un graphique tout à l'heure où vous superposez la courbe du SP500 avec la balance de la Fed, et vous verrez que ces deux courbes sont parfaitement corrélées et parallèles. J'aimerais juste terminer là-dessus. Allez-y. On vient de voir ce graphique même, et en fait, vous pouvez regarder, et bon, quand je parle donc d'une bulle alimentée par la Banque centrale américaine, et je parle donc des perspectives optimistes et un futur incertain, je parle d'un futur incertain parce que justement, c'est la première fois qu'on voit un tel programme dans l'histoire des banques centrales. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où on se dirige dans le temps. Et on espère qu'effectivement, la Fed va sortir de son programme d'assouplissement, ensuite ça va aller mieux dans le monde, ensuite la BEJ va sortir de son programme d'assouplissement, et tout est ramené. Bon. Il y a aussi la question, on n'a jamais vu une banque centrale acheter autant de titres. La banque centrale va sortir de ce programme d'assouplissement, et ensuite il se passe quoi? Moi-même je ne sais pas, mais vous pouvez regarder en fait ce que pensent les marchés. Chaque fois, donc ça fait 3 épisodes jusqu'ici que la Banque centrale américaine avait un programme d'assouplissement, Q1, la Fed est sortie de ce programme, et qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard, en 2010? Eh bien, il y avait un crack boursier en 2010. Bon, expliqué par la Grèce, effectivement, mais il n'y avait plus de soutien. Ensuite, il y avait le QE2. On sort du QE2, début 2011. Qu'est-ce qui s'est passé l'été 2011? Crack boursier. Ça ne veut pas dire que, voilà, on va sortir du QE3 et puis on va attendre quelques mois et puis on va shorter le marché pour jouer un crack boursier, mais ça veut dire en fait que il y a quand même des tensions lorsque le marché commence à penser qu'il n'y a plus de soutien. Et en fait, la dernière fois qu'on était dans un marché baissier, il y avait quand même des spéculations sur un QE3. Si vous étiez sur le marché en 2011, on a parlé de QE3, QE3, QE3. On en a parlé jusqu'en 2012, lorsque le QE3 a été lancé. Et maintenant, la Fed va sortir de son QE, et c'est peut-être la dernière fois qu'on a justement un programme d'assouplissement aux États-Unis. Il va se passer quoi? On verra. Prochaine conférence de trading FXM, on verra. Bon. Bon, eh bien, dernière
des applaudissements pour nos conférenciers. On passe à la section suivante.